4 heures du matin. Mercredi 28 mars 1979, Middletown, Pennsylvanie. Une petite île se dresse au milieu de la rivière Susquehanna. La plupart des 145 000 habitants vivant dans un rayon de 15 km dorment encore. Les routes sont désertes, l'air est froid, humide et silencieux. À l'intérieur de la salle de contrôle de l'unité 2 de 3 Mile Island, 4 opérateurs commencent une relève de routine. Le réacteur ronronne à 97% de sa puissance nominale. Une performance solide et stable. La centrale n'est en exploitation commerciale complète que depuis moins de 3 mois. Elle est, au sens le plus littéral, neuve. À 4h36, les instruments s'affolent. Dans les 90 secondes qui suivent, plus de 100 alarmes se déclenchent simultanément. En quelques minutes, ce chiffre grimpera au-delà de 700 voyants d'avertissement, klaxons et messages d'erreur imprimés, tous tirant en même temps. La salle de contrôle devient un mur de bruit et de rouge clignotant. Voici ce que les opérateurs ignorent encore. Enfoui dans cette avalanche d'alertes se trouve l'unique information vitale dont ils auront besoin. Un indice qui leur dit exactement ce qui ne va pas. Un indice qui pourrait tout arrêter s'ils parvenaient simplement à le voir. Ils ne le verront pas avant 2h22. Et dans cette fenêtre temporelle, un cœur de réacteur qui a fonctionné parfaitement depuis son démarrage va commencer à s'auto-détruire. C'est l'histoire d'une valve. Une pièce mécanique d'environ la taille d'un moteur de voiture. Une valve qui s'est ouverte correctement, s'est fermée incorrectement, puis a menti silencieusement à cause d'un défaut de conception si fondamental que personne dans toute l'industrie nucléaire ne l'avait pleinement envisagé. C'est la défaillance d'ingénierie qui a changé l'énergie nucléaire pour toujours. Pour comprendre ce qui s'est passé à 3 Mile Island, il faut comprendre la machine au centre de l'histoire. Le réacteur de l'unité 2 était un réacteur à eau pressurisée, un PWR, Pressurized Water Reactor, conçu et construit par la Babcock & Wilcox Company. Il était calibré pour une puissance électrique de 906 MW, de quoi alimenter environ 800 000 foyers à pleine capacité. Le cœur du réacteur contenait précisément 36 816 crayons de combustible individuels, de longs tubes minces remplis de pastilles d'uranium, tous regroupés en assemblage et disposés à l'intérieur d'une cuve de pression en acier de 12 mètres de haut. Voici le principe d'ingénierie critique que chaque opérateur dans ce bâtiment comprenait. Dans un PWR, l'eau de refroidissement entourant les crayons de combustible doit rester liquide à tout moment. Pas de vapeur, du liquide. Mais le réacteur fonctionne à une température telle que l'eau bouillirait instantanément sous la pression atmosphérique normale. Les ingénieurs maintiennent donc l'ensemble de la boucle de refroidissement primaire à une pression énorme de 150 bars, 2155 livres par pouce carré, soit environ 150 fois la pression de l'air qui vous entoure en ce moment. À cette pression, l'eau reste liquide même à des températures dépassant les 315 degrés Celsius, bien au-delà de son point d'ébullition normal. Maintenir cette pression dans une plage de fonctionnement précise est une question de vie ou de mort. Trop basse, l'eau bout, le cœur surchauffe et les crayons de combustible commencent à fondre. Trop élevé, les tuyaux et la cuve risquent une défaillance structurelle catastrophique. Ce travail de gestion de la pression appartient à un composant appelé le pressuriseur. Un réservoir cylindrique vertical relié au sommet de la boucle de refroidissement primaire. À l'intérieur, une petite quantité d'eau est délibérément chauffée par des résistances électriques pour former un dôme de vapeur, créant un coussin de compression. C'est le tampon du système. Des réchauffeurs électriques augmentent la pression si nécessaire, des vannes de pulvérisation d'eau froide la réduisent. C'est un système élégamment équilibré quand tout fonctionne. Au sommet de ce pressuriseur se trouve une soupape de sécurité, petite mais vitale, la Pilot Operated Relief Valve, ou PORV. Son rôle est simple et critique. Si la pression monte trop haut et menace l'intégrité du système, la PORV s'ouvre automatiquement pour relâcher l'excès de vapeur. Lorsque la pression redescend dans la zone de sécurité, elle se ferme. Ouvert, fermé. Simple. La PORV de TMI2 était fabriquée par Dresser Industries.
C'était un modèle mature, disponible commercialement, utilisé dans toute l'industrie nucléaire depuis des années. Et elle présentait un problème que personne n'appréciait pleinement. Ce qui rend cette histoire extraordinaire, c'est que la valve elle-même n'est que la moitié de la défaillance. L'autre moitié se trouvait sur le panneau d'instrument, l'indice qui fixait les opérateurs pendant plus de 2 heures, totalement invisible. Le séquenceur de l'accident commence avec une précision chirurgicale à 4h03 du matin. Une pompe dans la boucle de refroidissement secondaire, le côté non nucléaire de la centrale qui entraîne les turbines à vapeur, s'arrête brusquement. La raison exacte de cette panne initiale reste un point de débat historique. Certains analystes soupçonnent une opération de maintenance sur les filtres à condensat qui a mal tourné. D'autres pointent une vanne d'isolement laissée dans la mauvaise position. Ce qui n'est pas débattu, c'est la conséquence physique immédiate. Quand cette pompe s'arrête, l'eau alimentaire ne peut plus circuler vers les générateurs de vapeur. L'échange de chaleur entre le circuit primaire, radioactif, et le circuit secondaire ralentit brutalement. La pression dans la boucle primaire commence à grimper en flèche, car la chaleur du cœur n'est plus évacuée. Les systèmes de sécurité du réacteur répondent exactement comme prévu. En quelques secondes, la turbine se déconnecte automatiquement. Quelques secondes plus tard, le réacteur lui-même subit un scram. Les barres de contrôle en argent, indium et cadmium plongent dans le cœur pour stopper la réaction en chaîne nucléaire. Tout cela est conforme au manuel de formation. Mais voici la réalité technique que peu de gens saisissent. Arrêter la réaction en chaîne n'arrête pas la production de chaleur. Les crayons de combustible continuent de produire ce que les ingénieurs appellent la chaleur résiduelle, decay heat. C'est l'énergie thermique générée par la désintégration radioactive naturelle des produits de fission accumulés dans l'uranium. Juste après l'arrêt, cette chaleur résiduelle représente encore environ 7% de la puissance totale du réacteur, soit 200 MW d'énergie thermique. C'est une puissance de chauffe colossale qui doit être évacuée en continu, sous peine de voir le combustible atteindre son point de rupture. Privée d'eau alimentaire secondaire, la pression du système primaire explose. Elle atteint 155 bars, 2225 livres par pouce carré, soit 7 bars au-dessus du plafond opérationnel normal. Exactement comme prévu, la PORV au sommet du pressuriseur s'ouvre pour évacuer la surpression. Le liquide de refroidissement commence à s'échapper par la vanne vers un réservoir de vidange situé au bas du bâtiment de confinement. Environ 10 secondes plus tard, la pression redescend dans la zone de sécurité, sous les 2205 livres par pouce carré. Un signal électrique est envoyé à la PORV, fermeture. La vanne ne se ferme pas. Un petit composant mécanique à l'intérieur de la vanne, un solénoïde de pilotage, est resté coincé en position active à cause d'une usure microscopique ou d'un débris. Le corps de la vanne reste physiquement ouvert. Le liquide de refroidissement primaire, de l'eau surchauffée qui se transforme instantanément en vapeur en sortant, continue de s'échapper du système à un débit estimé entre 800 et 2600 litres par minute. Le réacteur est en train de se vider de son sang technique et le cœur commence à être exposé. Le piège est tendu. L'ingénierie de la tromperie commence ici, à 4h04 du matin. Sur le panneau de commande principal de l'unité 2, une petite lampe témoin fixée au-dessus de la commande de la PORV brille d'un vert rassurant. Pour les 4 hommes présents dans la salle, ce voyant signifie une seule chose, la soupape est fermée. Mais ce que les concepteurs de chez Babcock & Wilcox n'ont pas intégré dans le psychisme des opérateurs, c'est la distinction sémantique entre une commande et un état. Le voyant ne mesure pas la position physique de la tige de la valve. Il mesure uniquement si le solénoïde électrique a reçu l'ordre de se désactiver. Le courant a été coupé, le relais a cliqué, la lampe s'est éteinte. Mais mécaniquement, à cause d'un ressort fatigué et d'un frottement interne imprévu, la valve est restée bloquée à mi-course. Le réacteur saigne sa pression et son eau à un rythme de 40 litres par seconde, mais le tableau de bord jure que tout est étanche. C'est le premier acte du théâtre d'ombre technique de 3 Mile Island. L'environnement sonore dans la salle de contrôle est indescriptible. Imaginez 700 alarmes visuelles et sonores se déclenchant en moins de 5 minutes. Le cerveau humain n'est pas conçu pour traiter une telle densité d'informations contradictoires.
Chaque klaxon exige une attention immédiate. Les imprimantes de messages d'erreur crachent des kilomètres de papier, accusant un retard de plusieurs dizaines de minutes sur la réalité physique. Dans ce chaos, les opérateurs Bill Ziwi, Ed Frederick et Craig Faust cherchent un fil conducteur. Ils se tournent vers l'instrument qui, selon leur formation, ne ment jamais, l'indicateur de niveau du pressuriseur. Cet immense cylindre d'acier, qui sert de tampon de pression au sommet du circuit primaire, est équipé de capteurs de niveau de liquide. En temps normal, une hausse du niveau signifie que le système est en train de se remplir d'eau. Une baisse signifie qu'il se vide. À 4h05 du matin, l'indicateur de niveau du pressuriseur commence à grimper en flèche. Pour un opérateur entraîné, c'est le signal d'alarme ultime. Le système devient solide. Dans le jargon nucléaire, un système solide est un système entièrement rempli de liquide, sans aucun coussin de vapeur pour absorber les variations de pression. Si le pressuriseur devient solide, la moindre expansion thermique pourrait faire éclater les tuyaux du circuit primaire comme du verre. Toute leur formation, chaque simulation effectuée sur les bancs d'essai de Lynchburg en Virginie, leur a appris une règle d'or: ne laissez jamais le pressuriseur devenir solide. Pourtant, la réalité physique est à l'exact opposé des cadrans. Tandis que la PORV reste ouverte au sommet du pressuriseur, la chute de pression dans le reste du circuit primaire provoque la formation de bulles de vapeur géantes autour des crayons de combustible. Cette vapeur, en s'étendant, pousse l'eau restante vers le haut, dans le pressuriseur, comme un piston invisible. Les cadrans indiquent que le réacteur est trop plein, alors qu'en réalité, le niveau d'eau réel autour de l'uranium est en train de chuter de manière catastrophique. Les opérateurs regardent un miroir déformant. Chaque action qu'ils vont entreprendre pour sauver le réacteur de ce qu'ils croient être un trop-plein va en réalité accélérer la fusion du cœur. À 4h06 du matin, le système automatique d'injection de sécurité, ECCS, se déclenche. 2 pompes d'injection haute pression, HPI, s'activent pour forcer 3800 litres de bore et d'eau froide par minute dans le réacteur afin de compenser la perte de pression. C'est la réponse parfaite de la machine à la crise réelle, mais pour les opérateurs, c'est l'erreur de trop. Ils voient le niveau du pressuriseur monter encore plus vite. Ils craignent l'explosion structurelle. Suivant scrupuleusement les procédures écrites de l'époque, ils prennent la décision la plus lourde de conséquences de l'histoire du nucléaire civil. Ils réduisent manuellement le débit des pompes de secours. Ils étranglent le seul système capable de maintenir le cœur sous l'eau. Ils agissent de manière procéduralement correcte, mais techniquement suicidaire. Le facteur humain s'entremêle ici avec une rigidité administrative mortelle. Les opérateurs ne sont pas des physiciens nucléaires, ce sont des techniciens formés à suivre des arbres de décision. Si A arrive, faites B. Si le niveau monte, coupez l'eau. Personne ne leur a appris à remettre en question la validité de l'indicateur lui-même. Pendant ce temps, à 4h11, le réservoir de décharge, une cuve située sous le réacteur conçue pour recueillir les petites fuites de la PORV, atteint sa limite de capacité. La pression à l'intérieur du réservoir grimpe à 13 bars, 192 psi. À 4h15, le disque de rupture, une membrane de sécurité en métal calibrée pour céder avant que la cuve n'éclate, se déchire violemment. Soudain, des milliers de litres de liquide de refroidissement radioactif jaillissent du réservoir et inondent le sol du bâtiment de confinement. Des pompes de puisard automatiques s'activent et commencent, sans que personne ne le réalise, à pomper cette eau hautement radioactive hors du bâtiment de confinement vers des réservoirs auxiliaires situés dans un bâtiment voisin, qui n'est pas conçu pour retenir les radiations. Le réacteur est littéralement en train de se vider par terre. La tension dans la salle de contrôle atteint un point de rupture. Les cadrans de température de collecteur de sortie du cœur commencent à sortir de l'échelle. À 5h14 du matin, les 4 pompes primaires géantes qui font circuler l'eau à travers le cœur commencent à vibrer violemment. Elles ne pompent plus seulement de l'eau liquide, mais un mélange instable d'eau et de bulles de vapeur. C'est le phénomène de cavitation. Les pales des pompes s'autodétruisent en frappant les poches de gaz.
craignant une défaillance mécanique majeure des pompes de 9000 chevaux, les opérateurs prennent une autre décision logique selon leur manuel. Ils éteignent les pompes de circulation. À cet instant précis, à 5h41, la circulation forcée s'arrête. Le silence mécanique tombe sur le circuit primaire. Sans pompe, l'eau et la vapeur se séparent par gravité. La vapeur monte, l'eau descend. Et parce qu'une quantité massive de liquide s'est déjà échappée par la valve bloquée, il n'y a plus assez d'eau pour recouvrir le sommet des assemblages de combustible. Les 36 816 tubes de zirconium contenant l'uranium sont maintenant exposés à l'air libre, dans une atmosphère de vapeur brûlante. La température du métal grimpe de 300 degrés Celsius à 700 degrés Celsius en quelques minutes. À 1200 degrés Celsius, une réaction chimique exothermique violente se produit entre la vapeur et le zirconium. Le métal commence littéralement à brûler, produisant des quantités massives d'hydrogène pur. À 6 heures du matin, 2 heures après le début de l'incident, le cœur du réacteur n'est plus une machine d'ingénierie précise, c'est un enfer chimique. La moitié supérieure du combustible a commencé à se fragiliser, à se fissurer et à s'effondrer. Des débris de combustible radioactif tombent au fond de la cuve. Et pendant tout ce temps, sur le tableau de bord principal, la petite lampe verte de la PORV continue de briller calmement, affirmant au monde entier que tout est fermé, alors que le désastre s'écoule par le sommet du pressuriseur à chaque seconde qui passe. L'indice vital, la température de la ligne de décharge de la valve, indique 200 degrés Celsius, une température impossible pour une valve fermée. Mais personne n'a le temps de regarder ce petit cadran perdu parmi les 700 autres alarmes hurlantes. 6 heures du matin, le réacteur de l'unité 2 n'est plus une machine sous contrôle. C'est un creuset chimique hors de toute norme d'ingénierie connue à l'époque. À l'intérieur de la cuve en acier de 20 cm d'épaisseur, le désastre a franchi un point de non-retour thermodynamique. Sans circulation d'eau, la chaleur résiduelle de 200 MW a transformé le liquide restant en une vapeur surchauffée et corrosive. Les 36 816 crayons de combustible, des tubes de zirconium de 4 mètres de long, atteignent maintenant des températures qui défient leur intégrité structurelle. À 1204 degrés Celsius, 2200 degrés Fahrenheit, le seuil de sécurité critique de la Commission de réglementation nucléaire, NRC, est pulvérisé. Le zirconium réagit violemment avec la vapeur d'eau. Cette réaction, Zr plus 2H2O, donne ZrO2 plus 2H2, est exothermique. Elle produit sa propre chaleur, alimentant un incendie métallique invisible et souterrain. En quelques minutes, des centaines de kilogrammes d'hydrogène pur s'accumulent au sommet de la cuve, créant une bulle de gaz hautement inflammable de 28 mètres cubes. À cet instant précis, environ 50% du cœur est découvert. La partie supérieure des assemblages de combustible, privée de tout refroidissement, commence à se désintégrer. L'oxyde d'uranium, dont le point de fusion se situe à 2865 degrés Celsius, commence à ramollir. Le gainage en zirconium fond littéralement et coule comme de la cire de bougie le long des crayons restants, s'accumulant dans les parties inférieures plus froides et bloquant tout passage futur pour l'eau. C'est un scénario de perte de géométrie du cœur. Le moteur nucléaire est en train de se transformer en un tas de gravats radioactifs. Et pourtant, dans la salle de contrôle, le mur de 700 alarmes continue de masquer la réalité. Les opérateurs sont hypnotisés par l'indicateur de niveau du pressuriseur qui reste obstinément haut. Ils sont convaincus que le réacteur est plein à craquer, alors qu'il est en train de s'assécher. Voici le moment où le facteur humain bascule de la confusion à l'intuition salvatrice. À 6 heures, une nouvelle équipe arrive pour la relève. Parmi eux, Brian Meller, un superviseur de quart expérimenté, entre dans l'arène. Contrairement à ses collègues qui luttent depuis 2 heures contre l'avalanche de signaux, Meller arrive avec un regard neuf, une distance psychologique nécessaire. Il ne regarde pas les alarmes hurlantes, il cherche la cohérence physique du système. Il effectue ce que les ingénieurs appellent un bilan de masse et d'énergie mentale. Si la pression baisse alors que nous injectons de l'eau et que le pressuriseur monte, où va le liquide ?
Meller porte alors son attention sur un petit cadran souvent ignoré, situé sur le panneau arrière, l'indicateur de température de la ligne de décharge de la PORV. Ce capteur se trouve sur le tuyau qui mène de la valve au réservoir de vidange. En fonctionnement normal, avec une valve fermée, la température devrait être proche de la température ambiante du bâtiment de confinement, soit environ 40 degrés Celsius. Meller lit le cadran, 190 degrés Celsius, 375 degrés Fahrenheit. C'est physiquement impossible pour une valve fermée. La chaleur résiduelle du circuit primaire s'échappe directement par ce tuyau. L'indice était là depuis 4h03, enterré sous les clameurs des klaxons. Le voyant de commande fermé était un mensonge électronique. La valve est grande ouverte. À 6h18, Meller prend la décision qui sauve la Pennsylvanie. Il ne tente pas de réparer la PORV. Il sait qu'elle est mécaniquement bloquée. Il ordonne la fermeture de la block valve, vanne d'isolement, une vanne motorisée de secours située en amont de la PORV défaillante. C'est l'équivalent de fermer le robinet principal d'une maison quand un robinet de salle de bain est cassé. À 6h22, la block valve est confirmée fermée. Le saignement s'arrête instantanément. La fenêtre de 2h22 de fuite incontrôlée se referme. En 142 minutes, 121 000 litres, 32 000 gallons de liquide de refroidissement radioactif se sont échappés du cœur. C'est l'équivalent de 3 piscines standards vidées directement dans le confinement et le bâtiment auxiliaire. Mais le triomphe technique est de courte durée. Si la fuite est stoppée, les dégâts internes sont définitifs. La radioactivité dans le circuit primaire atteint des niveaux jamais enregistrés dans une centrale civile. À 6h48, un technicien de radioprotection prélève un échantillon d'eau de refroidissement. Le détecteur sature immédiatement. La lecture est de 1000 rem par heure, une dose mortelle en quelques minutes d'exposition directe. Cela confirme l'impensable. Le gainage du combustible a rompu à grande échelle, libérant des gaz de fission comme le xénon 135 et le krypton 85. À 7h24, la direction de la centrale prend une décision historique. Elle déclare l'urgence générale, General Emergency. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que ce niveau d'alerte est atteint. Les sirènes commencent à hurler dans les comtés de Dauphin, York et Lancaster. La police d'État de Pennsylvanie commence à bloquer les accès à l'île. Le monde extérieur, encore endormi, commence à entendre les premiers bulletins radio confus. Un incident technique mineur, disent les premiers communiqués de Metropolitan Edison. Mais à l'intérieur du bâtiment de confinement, la pression de l'hydrogène monte. Les ingénieurs font face à un nouveau dilemme. S'ils ne rétablissent pas la circulation d'eau immédiatement, le reste du combustible va fondre à travers la cuve d'acier de 200 tonnes. S'ils injectent de l'eau froide trop vite sur du métal à 2000 degrés Celsius, le choc thermique pourrait briser la cuve comme un glaçon dans du café brûlant. La tension se déplace maintenant vers la gestion de cette masse de combustible fondu que les ingénieurs nomment le corium. Environ 20 tonnes d'uranium et de zirconium fondus se sont accumulées au fond de la cuve, formant une mare de magma nucléaire. La question n'est plus de savoir si le réacteur est endommagé, mais si la cuve d'acier peut supporter le poids et la chaleur de ce magma sans fondre elle-même. Les calculs de résistance des matériaux sont faits à la hâte, sur des règles à calculer et des terminaux informatiques rudimentaires. À 8h26, les opérateurs tentent de redémarrer une pompe d'injection haute pression. L'eau entre en contact avec les débris surchauffés, créant un pic de pression massif. Les structures internes du réacteur gémissent sous la contrainte, mais elles tiennent. La bataille pour stabiliser le cœur commence, alors que le nuage de gaz radioactif commence à s'accumuler sous le dôme du confinement, menaçant de s'échapper vers les zones habitées. Vendredi 30 mars 1979. 48 heures après le début de l'accident. La fuite de la PORV est colmatée, mais une menace invisible et bien plus terrifiante vient de se matérialiser sur les écrans radars des experts de la Commission de réglementation nucléaire, NRC. À l'intérieur de la cuve du réacteur, au-dessus du combustible dévasté, une masse de gaz s'est accumulée. Ce n'est pas de la vapeur, c'est de l'hydrogène pur. Un volume estimé à 28 mètres cubes, 1000 pieds cubes, comprimé à 70 bars.
Le problème technique est maintenant double. Cette bulle empêche le rétablissement d'une circulation d'eau naturelle pour refroidir le cœur, et surtout, elle représente une bombe potentielle d'une puissance dévastatrice. Le défi d'ingénierie qui paralyse les experts est celui de la radiolyse. Sous l'effet d'un rayonnement gamma intense, les molécules d'eau, H2O, se brisent, libérant de l'hydrogène, H2, et de l'oxygène, O2. Si la concentration d'oxygène dans la bulle d'hydrogène atteint 5%, une simple étincelle statique ou un changement de pression pourrait déclencher une explosion interne. Une telle détonation briserait la cuve du réacteur, projetant 20 tonnes de corium fondu à travers le bâtiment de confinement. Les ingénieurs du monde entier, de Westinghouse aux laboratoires nationaux d'Oak Ridge, se lancent dans des calculs frénétiques. Personne n'a jamais géré une bulle d'hydrogène de cette taille dans un environnement aussi radioactif. À 10h30 ce vendredi matin, une nouvelle erreur de communication transforme l'inquiétude technique en panique civile. Un rejet délibéré de gaz radioactif provenant des réservoirs auxiliaires, destiné à faire baisser la pression, est mal interprété par les autorités fédérales comme un rejet incontrôlé du cœur. Sans consulter le site, la NRC recommande l'évacuation. Le gouverneur de Pennsylvanie, Richard Thornburgh, tente de temporiser, mais finit par conseiller aux femmes enceintes et aux enfants d'âge préscolaire de quitter la zone dans un rayon de 8 km. En quelques heures, 140 000 personnes fuient Middletown et les villes environnantes. Les routes, autrefois vides à 4 heures du matin le mercredi, sont maintenant saturées de familles terrifiées par un ennemi qu'elles ne peuvent ni voir ni sentir. Le facteur humain change de visage avec l'arrivée d'Harold Denton. Envoyé personnellement par le président Jimmy Carter, Denton est le directeur de la réglementation des réacteurs de la NRC. Il devient instantanément l'encre technique de la crise. Son rôle, filtrer le chaos des données contradictoires envoyées par Metropolitan Edison et fournir une analyse d'ingénierie brute et honnête. Denton installe son quartier général dans une caravane près de la centrale. Il découvre une situation de gestion de crise désastreuse. Les ingénieurs de la centrale sont épuisés, certains travaillant depuis 40 heures d'affilée, prenant des décisions sous une pression psychologique insoutenable. Pendant ce temps, le Brain Trust nucléaire américain s'affronte sur la chimie de la bulle. Les ingénieurs de Babcock & Wilcox soutiennent que l'oxygène ne peut pas s'accumuler car il se recombine instantanément avec l'hydrogène sous haute pression pour former de l'eau. Mais les experts de la NRC sont plus pessimistes. Ils craignent que la vitesse de la radiolyse ne dépasse celle de la recombinaison. Le samedi 31 mars est la journée la plus sombre. La rumeur d'une explosion imminente circule. Les calculs de la NRC indiquent que le seuil d'inflammabilité de 5% d'oxygène pourrait être atteint dans les 24 heures. Le sort de la région repose sur une variable chimique inconnue, le taux de recombinaison dans un environnement saturé de rayonnement. C'est ici qu'intervient une figure inattendue, le président des États-Unis, Jimmy Carter. Ancien officier de la marine et ingénieur nucléaire formé par l'amiral Rickover lui-même, Carter comprend les nuances techniques du problème. Le dimanche 1er avril, contre l'avis de ses services de sécurité, il décide de se rendre sur l'île. Accompagné de sa femme Rosaline et d'Harold Denton, il enfile des couvre-chaussures de protection et pénètre dans la salle de contrôle de l'unité 2. Ce n'est pas seulement un geste politique, c'est un signal d'ingénieur à ingénieur. Sa présence calme les esprits et force les équipes à une rigueur accrue. Le tournant technique survient le soir même. De nouveaux calculs, confirmés par des échantillons de gaz prélevés avec d'infinies précautions, prouvent que les ingénieurs de Babcock & Wilcox avaient raison. L'oxygène ne s'accumulait pas. La pression du système favorisait une recombinaison naturelle. La bulle n'allait pas exploser. Le risque de China Syndrome, le cœur fondant à travers la Terre jusqu'en Chine, était écarté. Mais un nouveau problème d'ingénierie surgit. Comment éliminer 28 mètres cubes d'hydrogène sans créer d'incendie dans le bâtiment de confinement ? La solution est un chef-d'œuvre de patience technique. Au lieu d'une évacuation brutale, les opérateurs utilisent des recombineurs d'hydrogène portables et pratiquent ce qu'ils appellent le burping, le rot du réacteur. Ils font circuler l'eau de refroidissement à travers le pressuriseur tout en vaporisant de l'eau pour entraîner de petites quantités de gaz vers le haut,
où il peut être lentement aspiré et traité. C'est une procédure millimétrée, réalisée alors que le niveau de radiation à l'intérieur de la cuve dépasse les 30 000 rem par heure. Le lundi 2 avril, Harold Denton annonce officiellement que la bulle est en train de se résorber. Le danger immédiat est passé. Mais alors que la population commence à revenir, les ingénieurs réalisent l'ampleur de la tâche qui les attend. Ils ont arrêté la machine, mais ils ont maintenant sur les bras le plus grand site de déchets radioactifs de l'histoire industrielle. La cuve contient une soupe de corium hautement instable. Le bâtiment auxiliaire est inondé de 2,3 millions de litres d'eau radioactive. Et surtout, ils ignorent encore que ce qu'ils ont vu à travers leurs instruments n'était que l'ombre de la destruction réelle. La véritable autopsie du réacteur, qui ne commencera que dans plusieurs années, révélera des surprises qui forceront l'humanité à repenser entièrement sa relation avec l'atome. Le 27 avril 1979, un mois exactement après le premier affolement des instruments, le réacteur de l'unité 2 de 3 Mile Island atteint enfin ce que les ingénieurs appellent l'arrêt à froid. La crise immédiate est terminée, mais le mystère technique ne fait que commencer. Pendant 3 ans, le cœur reste une boîte noire scellée, un environnement trop radioactif pour être approché par l'homme, trop complexe pour être modélisé avec certitude par les ordinateurs de l'époque. Ce n'est qu'en juillet 1982 que la technologie rattrape la tragédie. Dans une opération de précision chirurgicale baptisée Quick Look, les ingénieurs abaissent une caméra miniature de seulement 2,5 cm de diamètre à travers le mécanisme de commande des barres de contrôle au sommet de la cuve. Ce qu'ils découvrent sur les écrans de contrôle pétrifie l'industrie nucléaire mondiale. Là où devrait se trouver un arrangement géométrique ordonné de 36 816 crayons de combustible, ils ne voient qu'un vide béant de 1,5 m de profondeur, surplombant un lit de débris chaotique et vitrifié. Le cœur n'a pas seulement chauffé, il s'est littéralement effondré sur lui-même. L'autopsie technique de 3 Mile Island durera 14 ans et coûtera la somme colossale de 1,06 milliard de dollars. C'est l'une des opérations de démantèlement et de recherche scientifique les plus coûteuses et les plus complexes de l'histoire de l'ingénierie moderne. À partir de 1985, le projet international TMI-2, Vessel Investigation Project, VIP, mobilise les meilleurs experts de 10 pays pour comprendre comment la structure a tenu. Ils découvrent alors que la réalité physique à l'intérieur de la cuve était bien pire que les simulations les plus pessimistes de 1979. Environ 19 tonnes de combustible fondu, le corium, ce mélange de combustible nucléaire et de gainage métallique liquéfié, s'était accumulé au fond de la cuve en acier. Les analyses métallurgiques révèlent que la température interne a atteint les 2760 degrés Celsius, 5000 degrés Fahrenheit. À ce stade, l'uranium est un liquide incandescent. La cuve d'acier, bien que conçue pour résister à des pressions internes extrêmes, a subi un flux thermique qui l'a porté à 1100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Elle était à quelques millimètres de la rupture catastrophique, un événement qui aurait entraîné un relâchement massif de produits de fission dans l'environnement. Ce qui a sauvé la structure, c'est un phénomène physique inattendu, le refroidissement par l'entrefer, où une fine couche de vapeur et de croûte de combustible solidifié a agi comme un isolant thermique, protégeant l'acier du contact direct avec le magma nucléaire. Un miracle d'ingénierie passif et accidentel. Les conclusions de la commission Kemeny, mandatée par le président Carter et publiée dès octobre 1979, marquent un tournant radical dans l'histoire de la technologie. Le rapport stipule avec une sévérité inhabituelle que l'accident n'était pas le résultat d'une fatalité technique ou d'une simple malchance, mais d'une faillite organisationnelle et humaine systémique. L'ingénierie de l'époque avait négligé l'interface la plus critique de tout système complexe, celle qui relie la machine à l'esprit humain. Suite à TMI, la Commission de réglementation nucléaire, NRC, impose le NUREG 0737, une directive massive de 300 pages qui redéfinit chaque couche du fonctionnement nucléaire. La première réforme, la plus immédiate, concerne l'instrumentation. Désormais, chaque valve PORV dans chaque centrale américaine doit être équipée d'un capteur de position physique direct.
On ne mesure plus le signal électrique envoyé à la valve, le « je veux qu'elle ferme », mais le mouvement réel de sa tige métallique, le « elle est fermée ». L'écart entre la commande et la réalité est définitivement scellé par le matériel. La conception des salles de contrôle subit une révolution ergonomique totale. Avant 1979, les cadrans étaient disposés par système purement technique. Les pompes à gauche, les valves à droite, obligeant les opérateurs à effectuer un véritable marathon mental et physique pour corréler des données liées. Après TMI, l'ingénierie des facteurs humains, HFE, devient une discipline obligatoire. Les alarmes sont hiérarchisées. Les 700 voyants hurlants de Middletown sont remplacés par des systèmes intelligents de gestion des priorités qui n'affichent que les données critiques en fonction de la phase de l'accident. Les écrans numériques et les synoptiques clairs remplacent les murs de boutons opaques pour offrir une vision globale et intuitive de l'état du cœur du réacteur. Le changement le plus profond se situe cependant dans la psychologie de l'intervention. La formation des opérateurs bascule d'une approche par événement, tenter de deviner quel composant est en panne, à une approche par symptôme, surveiller les paramètres vitaux. Peu importe la cause de la panne, si la pression baisse, les procédures dictent une action immédiate pour protéger le cœur, court-circuitant l'hésitation humaine. En 1979, est créé l'Institute of Nuclear Power Operations, INPO. Pour la première fois, les exploitants de centrales cessent d'être des entités isolées pour devenir des partenaires de sécurité. Chaque incident, même une vibration de pompe mineure survenue dans une centrale de l'Arizona, est analysé, documenté et partagé avec l'ensemble de l'industrie mondiale en un temps record. Le secret industriel s'est effacé devant la nécessité absolue de la sécurité collective. L'héritage technique de 3 Mile Island se lit aujourd'hui dans les réacteurs de génération 3+ et 4, comme l'AP1000 de Westinghouse ou les petits réacteurs modulaires SMR. Ces machines intègrent la sûreté passive. À Middletown, le désastre a été exacerbé par des pompes électriques que les humains ont éteintes. Dans les designs modernes, le refroidissement ne dépend plus de moteurs, de batteries ou de décisions humaines, mais des lois immuables de la physique, la gravité, la convection naturelle et l'évaporation. Des réservoirs d'eau géants situés au-dessus du réacteur se déversent par simple gravité si la pression chute, assurant un refroidissement pendant 72 heures sans aucune intervention humaine. L'ingénierie a appris à ne plus faire confiance uniquement à l'information transmise, mais à la thermodynamique elle-même. L'accident de 3 Mile Island reste l'un des paradoxes les plus fascinants de l'histoire des sciences. Ce n'est pas le récit d'une machine qui s'est brisée, mais celui d'une machine qui a fonctionné exactement comme ses concepteurs l'avaient prévu, tout en produisant un résultat catastrophique. La PORV s'est ouverte parce que la pression était trop haute. Elle ne s'est pas refermée à cause d'une tolérance mécanique microscopique. Le voyant a indiqué que le courant était coupé parce que le courant était réellement coupé. Chaque sous-système a respecté sa logique interne propre. C'est l'assemblage de ces logiques sans vision d'ensemble qui a créé le mensonge. Le 28 mars 1979, l'industrie nucléaire a découvert que la complexité est une forme de risque en soi. La leçon de Middletown est universelle et s'applique aujourd'hui à l'intelligence artificielle, à l'aérospatiale et à la cybersécurité. Dans tout système critique, le vide qui existe entre un signal envoyé et un état physique confirmé est l'endroit exact où naissent les catastrophes. Le nettoyage s'est achevé officiellement en décembre 1993. L'unité 2 est aujourd'hui un mausolée d'acier, scellé et surveillé, tandis que l'unité 1, restée intacte, a continué de fournir de l'énergie à la Pennsylvanie jusqu'en 2019. Si cette plongée dans les rouages invisibles de l'ingénierie et de ses échecs les plus instructifs vous passionne, le voyage ne fait que commencer. L'histoire des machines est celle de nos erreurs les plus brillantes et de nos réveils les plus brutaux. Prochaine étape, nous plongeons à l'intérieur d'un sous-marin nucléaire soviétique en 1961, le K-19. Là-bas, une décision d'ingénierie prise en seulement 30 secondes a déclenché un désastre que l'URSS a gardé secret pendant 3 décennies. Préparez-vous à entrer dans l'abysse thermique.